À 2000 pieds d'altitude, un drone Reaper a verrouillé sa cible, persuadé d'effacer un nom devenu trop dérangeant. 2 missiles ont traversé la nuit du Sahel, programmés pour réduire au silence un président et une idée qui dérange. Mais le destin a cligné des yeux. Ibrahim Traoré a survécu. Et avec lui, la conviction qu'aucune machine ne peut tuer la dignité. Alors, si 4 minutes peuvent sauver un homme, que pourraient-elles déclencher pour tout un continent ? Ce que cette nuit a révélé dépasse le simple récit d'une attaque manquée. Car derrière la survie d'un homme, c'est tout un pays, le Burkina Faso, qui a trouvé sa voie. Le public n'assistera pas seulement à une histoire de missiles et de cendres, mais à celle d'un peuple qui refuse de mourir à genoux. Comprendre cette nuit, c'est saisir pourquoi le destin d'Ibrahim Traoré est devenu un miroir pour l'Afrique, un test pour l'Occident, et une leçon pour quiconque croit encore que la souveraineté s'achète. Le bénéfice pour le spectateur est clair. Découvrir comment une attaque conçue pour effacer un dirigeant a réveillé la conscience d'un continent, et pourquoi ce réveil menace l'équilibre du monde. Mais attention, chaque révélation soulèvera une question plus vaste, chaque preuve en appellera une autre. Rien n'est isolé, rien n'est accidentel. Ce récit, à la fois intime et géopolitique, montrera comment un virage nocturne peut devenir un tournant historique. 3 minutes avant l'impact, le radar chinois de Ouagadougou a repéré un point rouge obstiné, suspendu à 2000 pieds. Les opérateurs ont vu la trajectoire, calculé la vitesse et compris. Le drone ne patrouillait pas, il chassait. Cette donnée, confirmée plus tard par les ingénieurs burkinabés, marque le début du basculement. Pour la première fois, l'épreuve ne viendrait pas d'un témoin ou d'une rumeur, mais d'un enregistrement brut, précis, impossible à contester. Dans la salle de commandement, le président Ibrahim Traoré fixe l'écran. Les coordonnées, les chiffres, les signatures électroniques défilent. Chaque donnée est une accusation, chaque pixel une preuve. En moins de 5 minutes, la ligne entre la vie et la mort s'est jouée sur un virage improvisé, une phrase chuchotée, un ordre de couper les phares. C'est là que tout commence. La compréhension que la guerre a imposée n'est pas militaire, mais narrative. À l'extérieur, la ville dort encore. Le convoi présidentiel roule sur une piste latérale, les phares éteints, guidés par la lune. 2 explosions sèches déchirent le silence, la poussière, les flammes, puis le vide. 3 civils innocents meurent à la place du président. Le lendemain, les débris révèlent des fragments métalliques gravés AGM 114 Made in USA. Le monde vient d'obtenir son premier indice. Dans ce contraste brutal entre technologie et destin, le récit trouve son ancrage. Une frappe occidentale ratée devient la matrice d'un soulèvement africain. Ce qui aurait pu rester une tragédie locale devient un acte fondateur. Car dans l'instant où la machine a échoué, un symbole est né. Et c'est ce symbole que nous allons suivre, de la salle de contrôle jusqu'aux rues de Ouagadougou, là où l'histoire a cessé d'être subie pour commencer à être écrite. Au petit matin, le silence d'Ouagadougou est percé par un murmure. Ils ont voulu le tuer et il a survécu. Cette phrase, répétée de bouche en bouche, devient le souffle d'un peuple. Dans les marchés, les casernes, les écoles, on raconte le même miracle. Le président qui a échappé à la mort, non par hasard, mais par clairvoyance. L'homme n'est plus seulement un chef d'État, il devient le témoin d'un tournant. Autour de lui, l'équipe présidentielle se transforme en protagoniste collectif. Le chef de sécurité qui a donné l'alerte, les ingénieurs chinois qui ont vérifié les signaux, les soldats qui ont ramassé les fragments, chacun participe à une nouvelle narration. Ce ne sont plus des seconds rôles, mais les premiers témoins d'une renaissance nationale. Ils comprennent que la survie du président Ibrahim Traoré n'est pas un fait isolé, mais une preuve du possible. Très vite, le récit dépasse les frontières. Les radios panafricaines diffusent l'histoire, les réseaux sociaux reprennent les images. Un hashtag simple apparaît. Nous sommes encore en vie. Et derrière ce mot d'ordre, une fierté nouvelle se lève. Les visages, d'abord inquiets, s'illuminent d'un sentiment rare, celui d'avoir repris le contrôle du destin. Ce n'est pas encore la colère, ni la vengeance. C'est la lucidité d'un peuple qui découvre qu'il peut dire non calmement, mais fermement. La tentative d'assassinat devient paradoxalement une initiation collective, car au moment même où la technologie étrangère voulait imposer la peur, c'est le courage intérieur d'une nation qui s'est activée.
Et c'est ce courage désormais qui va guider l'histoire. Le 27 septembre, à 22h47, 2 missiles Hellfire ont frappé la route nationale 3 à 17 km au nord de Ouagadougou. 4 minutes plus tôt, Ibrahim Traoré avait ordonné un simple virage, un geste presque anodin, devenu historique. Les caméras thermiques ont enregistré le flash, le souffle, puis le vide. Cette nuit-là, le hasard avait choisi son camp. Les heures suivantes, tout s'enchaîne. Au centre de commandement, la confusion règne. Certains crient à l'accident, d'autres parlent d'un acte de guerre. Les radars chinois affichent des trajectoires. Les officiers comparent les codes d'identification. Les signatures électroniques ne laissent aucun doute. Le drone appartient à une unité de l'OTAN opérant dans le Sahel. En quelques lignes de données, la géopolitique vient de s'inviter dans le ciel burkinabé. À l'aube, le président se rend sur le site. Autour du cratère, des morceaux de métal, des circuits fondus, des restes de pneus. Les soldats baissent la tête, conscients d'avoir frôlé la catastrophe. Traoré observe en silence, puis murmure « Ils ont frappé sans visage, mais pas sans message ». Cette phrase deviendra virale quelques heures plus tard. À 14h, il convoque ses ministres et ses généraux. Les conseillers suggèrent à la riposte « Un missile pour un missile ». Mais le capitaine tranche « Non, nous répondrons avec la vérité ». Il sait que la guerre qu'on lui impose n'est pas celle des armes, mais celle du récit. 1 heure plus tard, il ordonne la collecte et la numérisation de chaque fragment, chaque preuve. Une commission technique mixte, burkinabé, chinoise et russe, est formée. Le soir même, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Pas de drapeau, pas de prompteur. Juste la lumière blanche, sa voix calme, et cette phrase « Ils ont essayé de me tuer ». Le choc est immédiat. Les Burkinabés sortent dans la rue, les radios interrompent leur programme, les réseaux s'embrasent. En moins de 24 heures, la vidéo atteint 10 millions de vues, 50 millions le lendemain. Les chancelleries occidentales vacillent. L'OTAN publie un communiqué laconique. Nous démentons toute implication. Mais les mots sonnent creux. Les fragments métalliques, eux, parlent une langue universelle, celle de la preuve. Dans les capitales africaines, on partage la séquence, on l'analyse, on la commente, le récit ne leur appartient plus. Ce jour-là, le Burkina Faso n'a pas seulement survécu à une attaque, il a déclenché une onde de choc. Ce que les stratèges appelaient un incident devient une rupture narrative. La tentative d'effacement d'un homme se transforme en la naissance d'un symbole. Et pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant africain impose le silence à ceux qui parlaient à sa place. Les semaines suivantes, une enquête technique d'une rigueur inhabituelle s'engage. Le gouvernement publie un rapport provisoire de 148 pages, compilant les relevés radars, les résidus chimiques et les séquences thermiques. 3 chiffres dominent. 2000 pieds d'altitude, 214 frappes de drones recensées en 8 ans sur le Sahel et 3 victimes civiles dans la nuit du 27 septembre. Chacun de ces nombres, au-delà de la statistique, devient une ligne d'accusation. Commençons par le premier chiffre, 2000 pieds, l'altitude du Reaper constante sur 7 minutes. Les ingénieurs expliquent qu'un vol stationnaire à cette hauteur n'est pas compatible avec une mission de surveillance, mais avec un verrouillage de cible. En d'autres termes, le drone ne regardait pas, il visait. La précision du signal confirme un tir de poursuite. Passons maintenant au deuxième chiffre, 214 frappes. C'est le total des attaques aériennes recensées depuis 2015 dans la bande sahélienne. Seulement 12 enquêtes internationales ont été ouvertes, aucune n'a abouti. Ce ratio, moins de 6%, illustre le vide juridique qui entoure les opérations occidentales dans la région. Chaque frappe non assumée creuse un peu plus la fracture entre sécurité proclamée et souveraineté réelle. Et enfin, le troisième chiffre, 3 victimes. 3 civils sans lien militaire, 3 destins ordinaires fauchés dans l'ombre. Le rapport détaille leurs noms, leurs âges, leurs métiers. Le camionneur Amadou Diop, l'institutrice Fatoumata Diallo, l'adolescent Ibrahim Sawadogo. 3 vies deviennent les visages d'une indignation collective. Et dans cette humanisation du chiffre, la douleur se transforme en clarté. Les analystes étrangers s'interrogent. Comment un pays classé parmi les plus pauvres du monde a-t-il pu produire un rapport aussi complet, aussi méticuleux ? La réponse tient en une volonté, celle d'Ibrahim Traoré de répondre par la lumière. Son équipe publie chaque donnée,
chaque image sur un site gouvernemental. En 48 heures, plus d'1 million de téléchargements. Ce basculement méthodique change la nature du conflit. Face au secret occidental, le Burkina Faso oppose la transparence. Face aux algorithmes de désinformation, il répond par les chiffres, les preuves et la méthode. Et dans cette froideur des données, une vérité s'impose. La puissance ne réside plus dans le missile, mais dans le récit qu'on en fait. La courbe des chiffres devient alors la carte d'un renversement symbolique. Chaque point, chaque ligne raconte le moment où l'Afrique commence à mesurer ce qu'on lui avait caché. Le drone a manqué sa cible, mais il a révélé le vide du langage qui prétendait la protéger. Très vite, deux récits s'affrontent. Le premier, celui des chancelleries occidentales, parle d'un malentendu technique. Le second, porté par le Burkina Faso, parle d'un acte de guerre voilé. Entre les deux, un fossé sémantique aussi large qu'un cratère de missile. Les diplomates de Washington insistent, le Reaper aurait suivi un convoi suspect dans le cadre d'une mission antiterroriste régionale. Selon eux, une erreur d'identification aurait conduit au drame, mais aucun document, aucune donnée radar ne vient étayer cette version. Les codes des missions enregistrés correspondent à une plateforme militaire active, pas à un vol civil, ni à une mission de recherche. Les preuves techniques contredisent la prudence diplomatique. En face, les autorités burkinabées déploient une argumentation méticuleuse. Elle ne s'appuie pas sur l'émotion, mais sur la traçabilité. Chaque séquence radar, chaque fragment de métal, chaque relevé satellite compose une narration froide, mais implacable, et c'est précisément ce ton clinique qui la rend redoutable. Le discours de Ouagadougou ne cherche pas la confrontation, il cherche la cohérence. Les observateurs indépendants, eux, oscillent. Certains redoutent une escalade régionale, d'autres saluent un précédent salutaire. Car pour la première fois, un État africain démontre qu'il peut contester une puissance de l'OTAN sans tirer une balle. Ce renversement stratégique fascine autant qu'il inquiète. Il ne repose ni sur les armes, ni sur la propagande. But sur la maîtrise du récit et de la donnée. Le paradoxe est complet. Ceux qui prétendaient défendre la vérité par la technologie se trouvent aujourd'hui mis à nu par leur propre logique. Et à ce moment précis, l'équilibre bascule. Le Stillman occidental s'effondre sous le poids de sa cohérence manquante, tandis que celui du Burkina Faso s'impose par la rigueur. La force change de camp, discrètement, sans un tir, mais avec une précision chirurgicale. Tout bascule avec une seule phrase, lancée en direct à la télévision « Nous ne répondrons pas par la guerre, mais par la vérité ». 8 mots, une ligne droite entre la peur et la maîtrise. Cette déclaration, devenue virale, scelle la mutation du récit. Jusqu'ici, Ibrahim Traoré était un survivant. Désormais, il devient un auteur. Le geste de résistance se transforme en stratégie narrative. Exposer le secret plutôt que riposter, montrer la preuve plutôt que la colère. Ce choix, à première vue pacifique, est en réalité une arme. Car dans un monde saturé d'images, celui qui contrôle la séquence contrôle l'histoire. Les diplomates le savent, les analystes le redoutent. Le Burkina Faso vient d'inventer une forme de défense nouvelle, la souveraineté par la transparence. Ce n'est plus l'ère des répliques, c'est celle des révélations. Et ce midpoint, discret mais irréversible, sépare le drame du commencement d'un mouvement. Derrière l'écran lumineux, des millions d'Africains se reconnaissent dans ce refus calme, car ce qu'on a tenté d'éteindre, c'est une voix. Et cette voix, désormais, ne parle plus seulement pour un homme, mais pour un continent. Les jours qui suivent le discours d'Ibrahim Traoré marquent une onde de choc inédite. Le Burkina Faso, jusque-là perçu comme un petit acteur régional, devient le centre d'une conversation mondiale. Les réactions se structurent en 4 cercles d'impact. Au niveau national, dans les rues de Ouagadougou, les foules scandent son nom. Les drapeaux sortent, les visages se peignent aux couleurs du pays. L'émotion se transforme en action. Les quartiers s'organisent en comités citoyens. Des campagnes de dons, de réparation, de reconstruction s'improvisent. La peur s'efface, la dignité prend racine. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'un dirigeant parle sans lire, sans filtre, sans peur. Au niveau diplomatique, les capitales africaines se rallient une à une. Le Mali, le Niger, la Guinée, le Tchad publient des communiqués de soutien. L'Union africaine convoque une session d'urgence à Addis Abeba. Une attaque contre un chef d'État africain est une attaque contre l'Afrique tout entière.
À Bruxelles, les couloirs de l'OTAN bruissent d'inquiétude. À Washington, on cherche un canal de désescalade. Mais la rhétorique défensive ne convainc plus. La fracture nord-sud cesse d'être une théorie, elle devient une évidence mesurable. Au niveau économique, les menaces de sanctions tombent rapidement. Aides suspendues, projets gelés, contrats révisés. Mais le peuple réagit autrement. Production locale, troc, entraide, réinvention. Les ingénieurs burkinabés relancent d'anciens ateliers de mécanique pour remplacer les pièces importées. Les agriculteurs réorganisent les circuits de distribution. Le PIB ne s'effondre pas, il se transforme. L'économie informelle devient la colonne vertébrale d'une résilience nationale. Au niveau culturel et symbolique, dans les écoles, on enseigne la nuit des drones comme un chapitre fondateur. Les enfants récitent « Ils ont voulu tuer un homme, ils ont réveillé un peuple », les artistes peignent, les poètes écrivent, les musiciens chantent, le symbole Ibrahim Traoré dépasse le visage, il devient métaphore d'une Afrique debout. Ce récit franchit les frontières et rallume des braises longtemps étouffées au-delà du Sahel. En moins d'un mois, la tentative d'assassinat s'est muée en révolution silencieuse. Ce que le feu voulait effacer, la mémoire l'a gravé. Et dans chaque foyer, du nord poussiéreux de Dori aux ruelles de Bobo Dioulasso, une phrase s'impose. La peur a changé de camp. 6 mois après la nuit du drone, le Burkina Faso se tient à la croisée des chemins. La survie d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement un événement, mais un précédent. L'avenir se décline désormais en 3 trajectoires possibles. Dans le scénario de base, la consolidation prudente, le pays maintient son cap souverain tout en évitant la confrontation directe. Les partenariats avec la Russie et la Chine s'intensifient, tandis que les relations avec l'Occident restent froides mais fonctionnelles. L'économie s'adapte par la relocalisation, agriculture, énergie solaire, infrastructures publiques. La stabilité intérieure repose sur un pacte implicite, moins d'aide, mais plus d'unité. Le risque principal reste la fatigue sociale face aux privations. Dans le scénario optimiste, l'effet de contagion panafricain, le syndrome Traoré gagne d'autres capitales. Bamako, Niamey, Conakry. Les armées nationales coopèrent, les frontières se sécurisent sans présence étrangère. Une alliance du Sahel se structure, intégrant économie, défense et communication. Le continent parle d'une seule voix et le narratif occidental perd son monopole. Ce scénario suppose une discipline rare et une coordination politique durable. Mais s'il réussit, il pourrait redessiner les rapports de force du XXIe siècle. Dans le scénario critique, le siège silencieux, les puissances étrangères répliquent par des pressions économiques et médiatiques. Les campagnes d'intoxication reprennent, les investissements fuient, l'opinion internationale se retourne. Dans ce cas, la résistance intérieure devient vitale. La ligne de défense ne serait plus militaire mais psychologique. Tenir sans céder, raconter sans s'épuiser. C'est le risque de toute révolution sans armes, l'usure de l'attention mondiale. Entre ces chemins, une certitude. Le choix déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais celui de l'Afrique qui se regarde dans son miroir. La question n'est plus « que fera Traoré ?», mais « que ferons-nous avec ce qu'il a réveillé ?» Pour comprendre ce que cette histoire change, il faut quitter les chiffres et revenir au visage. Dans les ruelles de Bobo Dioulasso, les jeunes regardent les images d'Ibrahim Traoré non plus comme celles d'un président, mais comme celles d'un frère aîné qui a tenu tête à l'invisible. Les conversations, jadis politiques, deviennent personnelles. On parle de courage, de destin, de dignité. Dans les marchés, les mères racontent à leurs enfants comment un simple virage a sauvé la voie d'un peuple. Les enseignants s'appuient sur l'événement pour parler de souveraineté, d'autonomie, de responsabilité. Et dans les ateliers, les ouvriers gravent sur le métal. Nous produisons ce qu'ils nous refusent. Ainsi, la résistance se tisse au quotidien, non comme un slogan, mais comme une habitude. Chez les jeunes, surtout, une énergie nouvelle circule. Ils créent des blogs, des chaînes, des poèmes, des chansons. La politique devient conversation, la souveraineté devient projet. Les frontières entre citoyens et acteurs s'effacent. Pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique parle d'elle-même sans traducteur. Ce n'est pas une exaltation romantique, mais une pédagogie du réel. La survie d'Ibrahim Traoré a fait naître un imaginaire de responsabilité. Chacun se demande « Que ferais-je moi face à la peur ?» Et c'est là,
dans cette question silencieuse, que la révolution trouve sa profondeur. Après la stupeur et l'émotion, vient l'organisation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement lance un plan d'action baptisé Souveraineté intégrale. Il repose sur 3 axes. Le premier axe est technologique. Créer des radars, satellites et brouilleurs africains capables de détecter toute incursion étrangère. Un centre de coordination régionale est inauguré à Ouagadougou avec la participation de jeunes ingénieurs formés localement. Le but n'est pas la militarisation, mais l'autonomie. Contrôler le ciel pour ne plus dépendre des autres. Le deuxième axe est énergétique. Investir massivement dans le solaire et l'hydrogène vert. Des partenariats avec le Mali et le Niger visent à bâtir un réseau panafricain interconnecté. Chaque panneau installé devient un symbole. Produire sa lumière, c'est refuser la tutelle. Les villages isolés reçoivent leurs premières unités autonomes, allumant la nuit comme un acte politique. Le troisième axe est éducatif et moral. Refonder la conscience nationale. Dans les écoles, on enseigne désormais l'épisode du drone non comme une tragédie, mais comme une leçon de lucidité. Des programmes de bourse forment une génération d'ingénieurs et de penseurs capables de bâtir une Afrique technique, critique et indépendante. La dignité devient matière à étudier. La souveraineté, un objectif mesurable. Chacun sait que le chemin sera long, semé de menaces et de campagnes de dénigrement. Mais le président le répète. Nous ne vaincrons pas en un jour, mais chaque jour, nous refuserons de perdre. Cette discipline tranquille, répétée à l'échelle du pays, trace la vraie route de la liberté. Dans le silence du soir, Ibrahim Traoré se rend au mémorial érigé pour les 3 victimes de la nuit du 27 septembre. Aucune musique, aucun discours. Il pose simplement ses mains sur les pierres froides et murmure « Leurs morts auront un sens ». Autour de lui, les soldats se tiennent droits, les civils retiennent leurs larmes. Ce geste, filmé par une caméra discrète, devient le dernier symbole d'une mutation intérieure. Ce n'est plus un chef d'État que l'on regarde, mais un homme qui incarne la continuité entre la douleur et la dignité. L'émotion ne se crie pas, elle s'enseigne. Les mots de Sankara résonnent en écho. La patrie ou la mort, mais toujours la vérité. Le cercle se referme. La tentative d'effacement a donné naissance à une mémoire. L'ombre du drone s'est changée en lumière. Et le nom d'Ibrahim Traoré, gravé désormais dans la pierre et dans les cœurs, rappelle qu'aucun empire n'est éternel quand la vérité survit à la peur. Car il suffit d'un souffle, d'une voix, d'une histoire pour faire reculer le silence. L'histoire ne s'arrête pas avec les cendres. Elle continue dans chaque voix qui la répète, dans chaque regard qui la comprend. Car raconter, c'est résister. Et tant qu'un seul Africain prononcera le nom d'Ibrahim Traoré sans trembler, la tentative d'effacement restera inachevée. Ce récit n'appartient plus à un gouvernement ni à un parti, mais à un continent qui apprend à parler de lui-même. Partager cette histoire, c'est rappeler qu'un peuple peut survivre à tout, sauf à l'oubli. Alors commentez-la, discutez-la, enseignez-la, que cette vérité circule comme une lumière, de maison en maison, d'écran en écran. Un jour, nos enfants liront ces lignes dans leur manuel. Ils comprendront que la liberté ne s'obtient pas à la table des puissants, mais dans le courage des justes. Et ce jour-là, peut-être, ils diront « Ici commence l'Afrique debout ».